Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur le fer et l'absorption du fer. Donc on va parler dans cette vidéo des carences en fer, des causes des carences, de la toxicité en fer, des sources de fer héminiques et non héminiques et des promoteurs et des inhibiteurs de l'absorption de fer, entre autres choses. Donc on va tout savoir sur le fer après cette vidéo. Alors ici, c'est la liste de mes sources, ce sont les études et les articles que j'ai utilisés pour faire cette vidéo, donc je mettrai tous ces liens sous la vidéo dans la description, si vous voulez aller les voir par vous-même. Alors le fer, qu'est-ce que c'est? Le fer, c'est un composant majeur de l'hémoglobine, qui est un type de protéine dans les globules rouges qui transporte l'oxygène des poumons vers toutes les parties du corps. Donc c'est ça en fait qu'il faut retenir principalement sur le fer et sur l'utilité du fer dans notre corps, c'est que sans fer, on n'a pas de transport d'oxygène dans le corps. Le fer est un élément essentiel pour presque tous les organismes vivants. Il forme le noyau de molécules telles que l'hémoglobine, l'amyoglobine, les cytochromes et l'oxyde nitrique synthase, ainsi que de multiples enzymes nécessaires à la génération d'ATP dans toutes les cellules. À l'état ferreux Fe2+, le fer agit comme un donneur d'électrons, c'est-à-dire qu'il est antioxydant, tandis qu'à l'état ferrique Fe3+, il agit comme un accepteur d'électrons. Donc en fait, le fer, selon son état, peut être pro-oxydant ou antioxydant. Et en raison de sa toxicité, le fer soluble libre, donc c'est sous cette forme-là qu'il est toxique, donc il est maintenu sous cette forme en faible concentration dans l'organisme. Alors, quelle quantité de fer on a dans le corps? L'adulte moyen stocke environ 1 à 4 grammes de fer dans son corps, environ 2 grammes chez l'homme et 1,5 g chez la femme. Et donc, un adulte en perd quotidiennement 1 à 2 mg par les sécrétions et desquamations intestinales et cutanées, donc les éliminations de cellules mortes, par la sueur, par l'urine et par le sang menstruel chez la femme. La menstruation augmente la perte quotidienne moyenne de fer à environ 2 mg par jour chez les femmes. Donc à savoir que la majorité du fer utilisé, environ 70%, est incorporé à l'hémoglobine qui transporte l'oxygène par les globules rouges, 20% se trouve dans la myoglobine des cellules musculaires et environ 10% dans les autres cellules de l'organisme. Et le fer est majoritairement stocké sous la forme de ferritine et le stockage le plus important du fer est dans le foie, mais aussi dans la moelle osseuse et dans la rate. Au total, il existe 4 types cellulaires principaux qui déterminent le métabolisme du fer: les entérocytes qui sont les cellules intestinales qui absorbent le fer, les érythroblastes qui sont les cellules souches des globules rouges qui captent et transportent le fer utilisable, les macrophages qui récupèrent et recyclent le fer des globules rouges en fin de vie, et les hépatocytes qui sont les cellules du foie qui stockent le fer. Et la circulation du fer entre ces 4 types cellulaires est assurée par des protéines spécifiques. Donc autrefois, dans les années 70-80, on n'en connaissait que 2, la ferritine et la transférine, mais depuis 2006, on en a identifié plus de 20, dont l'hepsidine, qui est une hormone de régulation du fer dans l'organisme, dont on va reparler tout à l'heure. Et à savoir que le fer circulant a 2 origines, le nouveau fer qui représente 5% du fer total et le fer recyclé qui représente 95% du fer qui est libéré par les macrophages. Alors les apports alimentaires moyens en fer sont de 15 à 20 mg par jour quand on a un régime équilibré. Ils sont largement supérieurs aux besoins réels de l'organisme, sauf parfois en situation de grossesse. Et un adulte perd habituellement 1 à 2 mg de fer par jour en moyenne. À l'état normal, seul le fer alimentaire nécessaire qui compense les pertes est absorbé, soit environ 10% du fer ingéré à partir d'une alimentation normale. Par contre, cette valeur augmente nettement avec une carence en fer. Alors à savoir qu'en cas d'infection, les niveaux de fer vont baisser. Donc, en réponse à une infection bactérienne systémique, le système immunitaire initie un processus connu sous le nom de rétention de fer. Pour survivre, les bactéries doivent puiser du fer dans leur environnement. Les bactéries dépourvues de fer se reproduisent plus lentement. Ainsi, le contrôle des niveaux de fer semble être une défense importante contre de nombreuses infections bactériennes. Les personnes ayant des quantités accrues de fer, comme par exemple dans l'hémochromatose, sont plus sensibles à certaines infections bactériennes. Les cytokines inflammatoires stimulent le foie pour produire l'hepsidine, qui réduit l'absorption de fer dans le corps. On va en parler tout à l'heure. Donc en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que en cas d'infection bactérienne, le corps va faire en sorte de stocker le fer et de réduire la circulation du fer dans le corps.
Et c'est pour ça que les personnes qui ont des infections peuvent se retrouver anémiées à cause de ce processus-là. En fait, c'est un processus que le corps met en place pour se protéger, en fait, pour affamer en fait les bactéries pathogènes. Mais donc, ça va affamer les bactéries pathogènes, mais sur le long terme, ça va affamer le corps aussi. Donc, ça peut être à double tranchant, hein, ce mécanisme. Mais donc, voilà, c'est important à savoir. Si vous êtes sujet à des infections chroniques ou de manière régulière, ben, sachez que vous êtes plus susceptible de développer des carences en fer, hein, donc de l'anémie. Et ici, je vous ai mis 2 études donc, qui parlent de ce fait-là. Donc ici, dans cette première étude, les fonctions vitales des organismes hôtes et des agents pathogènes nécessitent du fer. Pendant l'infection, le système immunitaire inné réduit la disponibilité du fer pour les organismes envahisseurs. Les agents pathogènes acquièrent le fer par différents mécanismes, principalement par la sécrétion de composés chélateurs de fer de haute affinité connus sous le nom de sidérophores. Et dans cette autre étude ici, on nous dit, au cours d'une infection bactérienne, l'agent pathogène et l'hôte sont en concurrence pour le fer. La réponse inflammatoire associée à l'infection déplace le fer de la circulation vers le stockage. Et ici, on nous dit, l'injection de fer chez les souris et les rats augmente considérablement la virulence de plusieurs agents pathogènes. Les humains répondent à l'infection par une hypoférémie induite par les cytokines inflammatoires. Alors maintenant, les mécanismes d'absorption. Donc, à savoir que, de façon générale, le métabolisme du fer fonctionne à l'économie. C'est-à-dire que l'essentiel du fer de l'organisme tourne en circuit fermé par recyclage, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est à peu près 95% du fer dans notre corps. Seule une faible fraction du fer ingéré est absorbée par l'intestin grêle, environ 10 à 20%. Et contrairement à d'autres minéraux, les niveaux de fer dans le corps humain ne sont contrôlés que par absorption. Le mécanisme d'excrétion du fer est un processus non régulé résultant de la perte de sueur, des menstruations, perte de poils et des cellules cutanées, ainsi que du renouvellement et de l'excrétion rapide des entérocytes qui sont les cellules de l'intestin. L'absorption du fer se produit principalement dans l'intestin grêle, hein, au début de l'intestin grêle, le duodénum et le jujénum, qui est la partie du milieu de l'intestin grêle. Et l'absorption du fer dépend de son état, comme on l'a dit au début, s'il est sous forme de fer ferrique, Fe3+, ou de fer ferreux, Fe2+. Donc pour être absorbé, le fer doit être à l'état ferreux, Fe2+, ou lié par une protéine comme l'hème. Et l'acidité gastrique est très importante pour l'absorption correcte du fer dans le duodénum. Donc le faible pH de l'acide gastrique dans le duodénum permet à une enzyme de convertir les ions ferriques insolubles Fe3+, en ions ferreux absorbables Fe2+. Une acidité gastrique correcte est donc nécessaire à l'absorption du fer. Et donc en cas d'utilisation d'antiacides, le risque d'anémie est augmenté. On va le voir tout à l'heure. Une fois que le fer ferrique est réduit en fer ferreux dans la lumière intestinale, une protéine de la membrane des entérocytes transporte le fer à travers la membrane de la cellule. Une fois à l'intérieur de la cellule de l'intestin grêle, le fer peut être stocké sous forme de ferritine ou alors transporté à travers la membrane et dans la circulation liée à la ferroportine. La protéine transmembranaire ferroportine est la seule voie d'efflux du fer cellulaire et elle est régulée presque exclusivement par les taux d'hepsidine. Des niveaux élevés de fer, de cytokines inflammatoires et d'oxygène entraînent une augmentation des niveaux d'hepsidine. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, l'hepsidine, c'est une hormone produite par le foie qui va freiner l'absorption du fer dans le corps. Et donc ici, c'est très important de comprendre ça. Il y a 3 choses principalement qui vont freiner l'absorption du fer. C'est un niveau élevé de fer dans le corps, hein. Donc si le corps estime qu'il y a beaucoup de fer, bah forcément, il va freiner l'absorption. La deuxième chose, c'est en cas de cytokine inflammatoire, donc en cas d'inflammation. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en cas d'infection bactérienne, le corps va freiner la circulation du fer dans le corps pour ne pas nourrir les bactéries qui ont besoin de fer pour se développer. Et la troisième chose, c'est les niveaux d'oxygène. Si le niveau d'oxygénation dans le corps est suffisant, eh ben, le corps, pareil, va freiner la circulation de fer. Alors qu'au contraire, s'il y a un manque d'oxygène, le corps va libérer plus de fer puisqu'on a besoin de fer pour faire circuler l'oxygène. Et ici, important à savoir aussi, 2 enzymes contenant du cuivre catalysent l'oxydation et la liaison du fer ferreux à la transférine dans le plasma. Le transport membranaire du fer dépend absolument du transport du cuivre. Cette affirmation est étayée par des études sur des porcs carencés en cuivre qui montrent une carence en fer coexistante ne répondant pas à la supplémentation en fer. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour absorber correctement le fer, on a besoin
de cuivre. Et vous pourrez absorber autant d'aliments riches en fer que vous voulez. Si vous êtes carencé en cuivre, vous n'absorberez pas ce fer. Donc c'est très important de comprendre la relation entre ces deux choses. Le cuivre et le fer Le cuivre est nécessaire pour l'absorption du fer. Donc ici, d'autres détails, je ne vais pas tout vous lire, mais mettez pause sur cette diapo si vous voulez lire encore un peu plus de détails sur les mécanismes d'absorption. Donc ici, ce schéma explique très bien ce que je viens d'expliquer sur les mécanismes d'absorption du fer. Donc c'était peut-être très abstrait la manière dont je l'ai expliqué là il y a 2 minutes, mais ici avec ce schéma, vous allez mieux comprendre. Donc ici, c'est un schéma qui représente les cellules de l'intestin grêle, ici avec les petites villosités, ici à gauche. Donc, le fer que vous allez obtenir de la nourriture va être sous deux formes, soit le fer héminique ici, soit sous la forme de fer non héminique. Donc, le fer héminique, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est une molécule de fer liée à l'hème. Donc, le fer héminique va passer à travers la membrane de la cellule intestinale et l'hème va être séparé de l'atome de fer par cette enzyme, hème oxygénase. À partir de ce moment-là, l'atome de fer va être soit stocké dans la cellule intestinale, soit elle va ressortir de la cellule intestinale par la ferroportine. Elle va ressortir donc sous forme Fe2+, mais pour circuler dans le sang, elle doit être sous la forme Fe3+. Donc, elle va sortir sous forme Fe2+, elle va être convertie sous forme Fe3+, et sous cette forme, elle va être transportée dans le sang par la transférine. Soit elle va circuler dans le corps et aller dans différentes parties du corps, soit elle va être stockée dans le foie. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le foie a non seulement un rôle de stockage du fer, mais aussi le foie va produire cette hormone hepcidine, dont le rôle est de freiner la libération de fer dans le sang en bloquant donc la ferroportine qu'on a vue tout à l'heure, qui est la voie de sortie en fait du fer de la cellule de l'intestin grêle. Et ici, pour en revenir au fer non héminique, donc depuis la nourriture, on va absorber du fer non héminique sous forme Fe3+. Pour être absorbé dans la cellule intestinale, le fer Fe3+, doit être transformé en fer Fe2+. À partir de là, il peut être absorbé grâce à cette protéine DMT1. Et une fois dans la cellule, comme tout à l'heure pour le fer héminique, donc la molécule de fer peut être soit stockée dans la cellule de l'intestin, soit être excrétée de la cellule de l'intestin pour ensuite circuler dans le sang. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, donc c'est peut-être un peu plus clair ici avec ce schéma. Donc je ne vais pas vous lire tout ça ici à gauche, faites pause si vous voulez un peu plus de détails, mais en fait c'est en détail ce que je viens d'expliquer. Et sinon ici, à savoir, là ce que j'ai mis en gras, parce que c'est important de le savoir, donc le fer héminique, donc le fer héminique qui vient dans l'alimentation des produits animaux, on va le voir dans quelques minutes. Donc le fer héminique est absorbé 3 à 4 fois plus efficacement que le fer ferrique inorganique, donc que le fer non héminique. L'absorption du fer héminique est relativement indépendante des effets de divers promoteurs ou inhibiteurs de l'absorption du fer dans la matrice alimentaire, à l'exception du calcium. Donc ça, on va le voir dans quelques instants quand on va parler de ce qui bloque l'absorption du fer ou alors de ce qui, au contraire, promeut l'absorption du fer. Donc quels sont les symptômes d'une carence en fer, donc de l'anémie? Donc à savoir que la carence en fer, c'est la carence nutritionnelle la plus répandue dans le monde. Elle touche tous les âges, mais surtout les enfants et les femmes enceintes et menstruées. Sans suffisamment de fer, le transport de l'oxygène à travers le corps ne peut pas se faire correctement. Et en conséquence, l'anémie peut donner des symptômes de fatigue et d'essoufflement. Donc ça, ce sont les 2 symptômes principaux, mais ce n'est pas les seuls. Donc ici, je vous ai listé tous les symptômes d'une carence en fer. Donc fatigue extrême, faiblesse, confusion, perte de concentration, peau pâle ou jaunâtre, douleur thoracique, pouls rapide, essoufflement, maux de tête, vertige, pieds et mains froids, sensibilité au froid de manière générale, inflammation de la langue, ongles fragiles, perte de cheveux, envie inhabituelle de substances non nutritives qu'on appelle pica, comme la glace, la terre ou l'amidon. C'est quelque chose qui se voit notamment souvent en Afrique et surtout chez les femmes enceintes qui ont cette appétence pour la terre et pour l'argile en particulier. Et en fait, en général, ça touche les personnes qui n'ont pas accès à beaucoup de produits animaux, donc riches en fer. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est très courant dans les pays africains. Ces femmes enceintes principalement qui vont manger de l'argile. Et en fait, à savoir que l'argile
l'argile est riche en fer, hein. J'en parle dans ma vidéo sur l'argile. Je mets le lien donc, qui apparaît en haut à droite de cette vidéo si vous voulez plus d'infos. Je mettrai aussi le lien de ma vidéo sur l'argile en commentaire sous cette vidéo. Et puis encore, dans les symptômes d'une carence en fer, on a un faible appétit, en particulier chez les nourrissons et les enfants souffrant d'anémie. Alors, quelles sont les causes de la carence en fer? La cause numéro 1, c'est un faible apport en fer dans l'alimentation. Donc, c'est la raison de la plupart des anémies dans les pays développés, et ce faible apport en fer est responsable de près de la moitié des anémies dans les pays non industrialisés. Près d'un quart de la population mondiale est touchée par l'anémie, c'est énorme. Une autre cause de la carence en fer, ça va être si vous avez des problèmes d'intestin, et en particulier si vous avez l'intestin grêle abîmé, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, c'est là que le fer est absorbé, dans l'intestin grêle. Donc c'est toutes les personnes qui vont avoir des maladies intestinales, principalement la maladie cœliaque, la sprue tropicale, la maladie de Crohn, un cancer duodénal, des ulcères duodénaux, la polypose adénomateuse familiale. Mais voilà, généralement, si vous êtes touché par une maladie intestinale, quelle qu'elle soit, il y a de fortes chances que vous développiez une carence en fer, puisque vous n'absorberez pas correctement le fer dans votre intestin. Donc voilà, si vous êtes atteint du syndrome de l'intestin irritable, par exemple, pensez-y, ça peut être aussi votre cas. Une autre cause de la carence en fer, ça va être les personnes qui sont touchées par l'hypochloridrie ou la chloridrie. Donc hypochloridrie, c'est quand vous n'avez pas suffisamment d'acide dans votre estomac. Achloridrie, c'est quand vous n'avez pas d'acide dans l'estomac. Votre estomac doit être acide, et comme on l'a vu tout à l'heure dans une autre diapo, l'acidité est nécessaire à l'absorption du fer. Donc j'ai plein de vidéos sur les problèmes d'estomac, j'ai plusieurs vidéos sur le problème de l'hypochloridrie et de la chloridrie, où j'explique les causes et comment se sortir de ces problèmes-là. Donc je mettrai les liens qui s'affichent là-haut, et aussi je mettrai les liens sous la vidéo. Une autre cause de la carence en fer, ça va être les états inflammatoires, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, en cas d'inflammation, en cas d'infection, le corps va choisir de stocker le fer plutôt que de le faire circuler, hein, pour ne pas nourrir les bactéries pathogènes. Si vous avez aussi des hémorragies, quelles qu'elles soient, forcément, vous allez avoir plus de chances d'être carencé en fer. Donc les hémorragies, si vous vous coupez, si vous saignez d'une manière ou d'une autre. Mais à noter aussi que plein de gens ne vont pas se rendre compte qu'ils ont des hémorragies internes. Alors pas grave, hein, mais des petites hémorragies chroniques, ça peut vous rendre déficient en fer, notamment si vous avez des ulcères, hein, ulcères gastriques, ou des ulcères dans votre intestin, dans différentes parties de l'intestin, que ce soit intestin grêle ou dans le côlon. Si vous prenez des médicaments comme des antiacides, hein, comme les IPP, comme des antihistaminiques ou des antibiotiques, vous êtes plus à même de développer une carence en fer, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, si vous prenez des antiacides, vous empêchez votre estomac de fabriquer suffisamment d'acidité. Comme on l'a vu, on a besoin d'acidité pour absorber le fer. C'est pareil pour les antihistaminiques, ça j'en parle dans plusieurs de mes vidéos sur les problèmes d'estomac. Les antihistaminiques empêchent l'estomac de fabriquer suffisamment d'acide. Et puis les antibiotiques aussi peuvent créer des problèmes d'absorption du fer, hein, puisque ça dévaste complètement l'équilibre de votre intestin, et ça abîme sur le long terme, enfin sur le plus ou moins long terme, vos villosités intestinales également. Et ici ça nous dit le lait et les boissons gazeuses telles que les sodas. Ça peut vous rendre plus susceptible à développer une anémie. En ce qui concerne le lait, ça je vais le développer dans quelques minutes, hein, on le verra dans d'autres diapos. Et puis aussi, si vous prenez des compléments multivitamines. Ici, ça nous dit, donc tout ce que je vous dis ici, hein, c'est sorti d'études, hein, c'est des extraits d'études que je vous ai mis là. Donc ici, ça nous dit, même les sels de calcium, de phosphore et de magnésium contenus dans les pilules multivitaminées contenant du fer nuisent à l'absorption du fer élémentaire. Pour cette raison, les préparations multivitaminées ne doivent jamais être recommandées comme traitement unique de l'anémie fériprive. Ça rejoint ce que je dis dans beaucoup de mes vidéos. J'ai écrit aussi tout un article détaillé sur les dangers des compléments de vitamines et de minéraux. Je ne conseille pas de prendre des vitamines et des minéraux isolés sous forme de compléments.
hein, on le voit dans plein d'études. Si vous prenez des compléments de minéraux, ici on parle des minéraux, ce sera jamais dans le bon équilibre. Ça va vous provoquer des carences dans d'autres minéraux, ça va vous provoquer des déséquilibres dans vos ratios de minéraux, donc ne faites pas ça. Je vous mettrai les liens de mes vidéos où j'en parle et de mon article sur le danger des minéraux et des vitamines isolées. Je vous le mettrai dans la description sous la vidéo et dans les commentaires aussi. Donc voilà, ici ça vous dit si vous prenez du calcium sous forme de complément, du phosphore ou du magnésium, même si c'est dans un multivitamine qui contient du fer, voilà, ça peut vous rendre carencé en fer. Si vous avez une carence en cuivre, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez être anémié puisque on a besoin du cuivre pour absorber correctement le fer. Si vous êtes intoxiqué aux métaux lourds aussi, vous pouvez développer une carence en fer. Surtout si vous êtes intoxiqué au plomb, au manganèse, au cobalt ou au zinc, hein. Parce qu'ici, on nous dit des études suggèrent que plusieurs métaux lourds partagent la voie d'absorption intestinale du fer. Donc le plomb, le manganèse, le cobalt et le zinc. L'amélioration de l'absorption du fer induite par une carence en fer augmente également l'absorption de ces éléments. Donc attention, si vous êtes carencé en fer, vous pouvez vous intoxiquer au plomb. Une carence en fer coexiste souvent avec une intoxication au plomb. Les personnes gravement carencées en fer peuvent absorber jusqu'à 7 fois plus de plomb. Quels sont les groupes à risque? Eh ben, ce sont les femmes enceintes qui ont besoin de beaucoup plus de fer pour nourrir non seulement leur propre corps, mais aussi le fœtus. Les femmes menstruées, hein, puisqu'elles perdent du sang, donc elles sont plus à risque de développer une anémie si elles ne consomment pas suffisamment d'aliments riches en fer. Les enfants qui ont besoin de beaucoup de fer pour leur croissance, chez les personnes âgées, parce que les personnes âgées sont associées à un risque plus élevé de mauvaise nutrition et de maladies inflammatoires chroniques pouvant entraîner une anémie. Les végétariens, puisqu'ils ne consomment pas suffisamment de fer héminique, et le fer non héminique qu'ils obtiennent de leur nourriture n'est pas bien absorbé, on va le voir plus tard. Les athlètes d'endurance, parce que la course à pied peut provoquer des saignements gastro-intestinaux, même si c'est en quantité infime, n'empêche que si c'est répété, voilà, ça peut vous rendre anémié. Les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique sous dialyse. Alors quels sont les apports journaliers recommandés? L'apport nutritionnel recommandé pour les adultes de 19 à 50 ans est de 8 mg par jour pour les hommes, 18 mg pour les femmes, 27 mg pour la grossesse et 9 mg pour l'allaitement. Donc ici, vous voyez bien que les femmes ont besoin de beaucoup plus de fer que les hommes, plus de 2 fois plus de fer que les hommes. Et ça, c'est important de le souligner parce que souvent, on voit que, on estime que c'est normal, hein, dans l'imagerie populaire que les hommes mangent plein de viande rouge et que les femmes en mangent moins. Mais en fait, ça devrait être l'inverse. Les femmes devraient manger au moins 2 fois plus de viande rouge, qui est la source la plus importante de fer dans l'alimentation. Donc les femmes devraient beaucoup plus manger de viande rouge que les hommes, et pourtant on voit que c'est l'inverse, hein. Les femmes, bon après je vais dans les clichés là, forcément c'est pas toutes les femmes, mais c'est vrai que la majorité des femmes vont avoir tendance à manger surtout de la viande blanche et peu de viande rouge, alors qu'il faut au contraire qu'elles mangent de la viande rouge. Comme on l'a vu, l'anémie, c'est un gros problème, c'est la carence nutritionnelle la plus courante dans les pays développés et les pays en voie de développement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette carence est due à un manque d'apport dans la nourriture. Donc si vous êtes une femme, surtout une femme en âge de procréer, vous devez manger du fer. Vous devez manger des sources de fer, et en particulier de fer héminique comme la viande, mais tous les jours. Tous les jours. Si vous avez peur de manger de la viande, j'ai toute une vidéo, j'en ai même plusieurs, sur pourquoi manger de la viande, c'est bon pour la santé. Arrêtez d'écouter cette propagande anti-viande qui est complètement anti-scientifique. On a besoin de viande, surtout les femmes, donc mangez de la viande tous les jours. Et encore plus si vous êtes enceinte. Et ici ça nous dit les adolescents de 14 à 18 ans en pleine croissance ont également besoin de plus de fer, 11 mg pour les garçons, 15 mg pour les filles. Donc là encore les filles ont besoin de plus de fer que les garçons. Et voilà, 27 mg pour la grossesse et 10 mg pour l'allaitement. Et par contre, chez les femmes ménopausées, elles se retrouvent à avoir des besoins équivalents à ceux des hommes, donc 8 mg. Voilà, on passe de 18 mg à 8 mg chez les femmes ménopausées, puisqu'elles arrêtent de perdre
du sang par les menstruations. Alors, il y a le problème de l'anémie, d'une carence en fer, mais on peut aussi s'intoxiquer au fer. Donc ici, dans cette diapo, on va parler de la toxicité en fer. Alors, à savoir que la toxicité en fer est rare parce que le corps régule l'absorption du fer et le corps va en absorber moins si les réserves de fer sont adéquates, comme on l'a vu tout à l'heure. L'excès de fer survient le plus souvent en prenant des compléments de fer à forte dose quand ils ne sont pas nécessaires ou chez les personnes qui ont une maladie génétique où ils stockent trop de fer, comme l'hémochromatose. Donc ça rejoint encore ce que je vous disais tout à l'heure sur le problème des compléments de minéraux isolés. C'est principalement à cause des minéraux isolés que vous allez vous retrouver en toxicité de fer ou en toxicité en d'autres minéraux. Parce que sous forme de complément, ça va forcer le corps à absorber plus de ces minéraux dont il n'a pas forcément besoin. Le fer en lui-même est toxique et des niveaux élevés de fer ont une gamme d'effets négatifs, bien qu'ils soient beaucoup plus rares que la carence en fer, en particulier chez les femmes, les nourrissons et les végétariens. Une organisation américaine proposant des tests gratuits sur la côte est des États-Unis a découvert qu'il y avait 5 personnes ayant un faible taux de fer pour chaque personne ayant un taux élevé de fer. Voilà, ce qui nous montre que c'est beaucoup plus un problème de carence en fer dans la population que d'excès de fer. Les nourrissons et les jeunes enfants sont incapables de réduire l'absorption lorsque de grandes quantités de fer sont ingérées. Ils sont donc très sensibles à l'empoisonnement au fer. La consommation de compléments de fer pour adultes est la forme la plus courante d'intoxication infantile aux États-Unis. Donc là, à nouveau, attention danger. Ne complémentez pas les enfants et les nourrissons avec des compléments en gélules de fer. Ça peut vraiment causer une toxicité. Et puis, il y a le problème de l'hémochromatose, comme on disait tout à l'heure, l'hémochromatose héréditaire, qui est un trouble héréditaire du métabolisme du fer. C'est quand même quelque chose de rare. Ça n'affecte qu'une personne sur 300 ou sur 400 individus. Donc, chez ces personnes, le fer peut s'accumuler dans certains organes, comme le foie, le cœur et les organes endocriniens, et donc provoquer des maladies comme la cirrhose du foie, le cancer du foie ou des maladies cardiaques. Et puis à savoir aussi qu'une consommation régulière ou excessive d'alcool prédispose à une surcharge en fer. Donc quels sont les symptômes de toxicité du fer? Ça va être principalement la constipation, les maux de ventre, la nausée ou les vomissements. Et donc quels sont les apports maximum conseillés? L'apport maximal tolérable et l'apport quotidien maximal peu susceptible de causer des effets nocifs sur la santé. Donc pour le fer, il est de 45 mg par jour pour les hommes et les femmes adultes. Et pour les plus jeunes, l'apport maximal est de 40 mg par jour. Alors quels sont les aliments riches en fer héminique? Donc le fer héminique, c'est la forme de fer la plus facilement absorbable par le corps humain. Il est absorbable de 15 à 35% et contribue à 10% ou plus de notre total de fer absorbé. Environ la moitié du fer contenu dans la viande, le poisson et la volaille est du fer héminique. Donc les aliments riches en fer héminique, c'est les produits animaux, la viande rouge, la viande blanche et le poisson et les produits de la mer. Et à savoir que le poisson a une teneur inférieure en fer héminique et non héminique par rapport à la viande rouge et à la viande blanche. Et ici, je vous ai mis ce lien, si vous voulez, des chiffres sur les différents niveaux de fer des différents aliments. Donc le voilà, donc c'est cette étude où vous avez listé donc les taux de fer selon les aliments. Alors là où c'est pas très bien fait, c'est que c'est pas les mêmes mesures. Au lieu de faire pour 100 grammes, c'est différentes mesures. Donc voilà, à la limite, il faudrait calculer pour avoir une équivalence. Mais bon, sinon, hormis ça, ça nous donne de bonnes estimations. Et donc, les aliments les plus riches en fer, sans surprise, ça va être le foie. Le foie de porc, le foie de veau, le foie de bœuf. J'ai toute une vidéo sur le foie, pourquoi je conseille de manger du foie, comment manger du foie. Le foie qui est un super aliment. Je vous mets le lien de cette vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran et je vous le mettrai aussi dans la description sous la vidéo. Alors qu'est-ce qui inhibe l'absorption du fer héminique, donc du fer dans les produits animaux? Eh ben, il n'y a pas grand-chose qui va inhiber l'absorption du fer, sauf le calcium. C'est principalement ça qui peut inhiber l'absorption du fer héminique. C'est le calcium et en particulier le calcium des compléments alimentaires, donc le calcium en gélule. Le calcium dans l'alimentation n'est pas un problème ou quasiment pas un problème. Quand on parle du calcium qui bloque l'absorption du fer héminique, c'est surtout
le calcium en complément alimentaire. Et à savoir aussi, hein, ça peu de personnes le savent, que le fer héminique peut être converti en fer non héminique, donc beaucoup moins absorbable, si la viande est cuite pendant une longue période à une température trop élevée. Donc pour absorber plus de fer, mangez votre viande peu cuite, ou alors dans l'idéal cru, parce que si vous la cuisez beaucoup, vous allez perdre ce fer héminique qui va se transformer en fer non héminique, donc beaucoup moins absorbable. Il y a aussi le plomb, hein, qui peut, donc une toxicité en plomb qui peut interférer avec l'absorption de fer, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis dans une étude, on nous parle de protéines de plantes qui peuvent aussi empêcher la bonne absorption du fer héminique, comme les protéines de soja, les protéines de pois, les protéines de lentilles ou la gliadine. Mais ici, je précise que c'est une étude qui porte sur l'absorption du fer héminique isolé, donc pas dans l'alimentation. Donc il y a des chances que dans l'alimentation, donc dans la réalité, hein, on n'a pas de fer héminique isolé, hein, ça va être dans la matrice alimentaire. Donc il y a des chances que dans la matrice alimentaire, ce soit pas les mêmes résultats. Et qu'est-ce qui augmente l'absorption du fer héminique? Donc ça va être principalement l'anémie ou l'hypoxie. Hein, donc comme on disait tout à l'heure, c'est les mécanismes de régulation du corps, hein, du fer. Donc si vous êtes en anémie, le foie va ouvrir les vannes, hein, pour pouvoir absorber le plus de fer possible. Et pareil, si vous êtes en hypoxie, donc en manque d'oxygène, c'est pareil, le corps va faire en sorte d'absorber plus de fer, puisque comme on le disait, le corps a besoin de fer pour que l'oxygène circule dans le corps. Et puis après, l'hémoglobine, les protéines animales, évidemment, ça c'est si on parle de fer héminique isolé, ça voilà, c'est aussi ce que j'ai trouvé dans des études, mais forcément dans la réalité, dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas trouver du fer héminique isolé, ça va être forcément dans les protéines animales. Et puis aussi dans cette même étude où ils étudiaient l'absorption du fer en conjonction avec des protéines végétales, ils ont trouvé qu'il y avait une protéine végétale qui augmentait l'absorption du fer héminique, c'était la zéine. Mais encore une fois, ici, c'était une étude qui portait sur du fer héminique isolé. Voilà, donc il y a des chances que ce ne soit pas les mêmes résultats avec le fer héminique dans sa matrice, donc dans l'alimentation. Maintenant, quels sont les aliments riches en fer non héminique? Eh bien, ça va être surtout les plantes, les aliments enrichis artificiellement en fer, mais aussi dans la viande, le poisson et la volaille, on a une partie du fer qui va être non héminique. Ça, peu de personnes le savent. On sait qu'on a le fer héminique dans les protéines animales, le fer non héminique dans les plantes, mais il y a aussi du fer non héminique dans les protéines animales. Voilà, donc ici je vous en ai listé quelques-uns. Légumes à feuilles vertes, aliments fortifiés, donc artificiellement, hein, quand ils rajoutent du fer, c'est du fer non héminique. Comme je vous le disais, viande, poisson, volaille, ça contient aussi du fer non héminique. Dans les œufs, alors il y a très peu de fer dans les œufs, hein. Céréales complètes, légumineuses, oléagineux, graines, chocolat, pommes de terre avec la peau. À savoir que le fer non héminique est moins bien absorbé que le fer héminique. La biodisponibilité est d'environ 12%. Selon les sources, on a ici de 2 à 20% de biodisponibilité. Le problème du fer dans les plantes, c'est que dans ces mêmes plantes, vous avez des inhibiteurs d'absorption comme les phytates, les polyphénols, les tannins, etc. On va en parler. Les phytates, donc l'acide phytique, hein, principalement dans tout ce qui est graines, oléagineux, ça va bloquer l'absorption du fer. Les polyphénols, donc les polyphénols, c'est tout ce qui donne les couleurs aux végétaux, hein, toutes ces couleurs flash, enfin toutes ces couleurs vives comme la couleur rouge, la couleur violette, etc. Tout ça, c'est des polyphénols. Ça inhibe l'absorption du fer non héminique. Les fibres, hein, les fibres de son, le calcium, comme je le disais tout à l'heure, particulièrement dans les compléments. La caséine, la whey, les œufs. Hein. Plusieurs études montrent que le blanc et le jaune d'œuf inhibent en partie l'absorption du fer non héminique. Les protéines, comme on le disait tout à l'heure, les oxalates, bien que ça, ce soit pas clair, hein, on va le voir tout à l'heure. Le plomb, on en parlait déjà tout à l'heure. Et les compléments, ça, j'y reviens. Donc à nouveau, si vous prenez des compléments alimentaires de zinc, de manganèse et de cuivre, mais aussi de magnésium et de phosphore, ça peut inhiber l'absorption de fer. Et en ce qui concerne les oxalates, voilà, selon les études, on va voir que les oxalates inhibent l'absorption de fer non héminique. Dans d'autres études, ils vont dire que non. Ici, en fait, dans cette étude, ça nous montre qu'il n'y a pas vraiment d'influence des oxalates sur l'absorption du fer. Ici, ça, c'est des tableaux que j'ai pris de différentes études et d'un article sur les différentes choses qui inhibent l'absorption du fer non héminique. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire ça plus en détail. Qu'est-ce qui augmente l'absorption du fer non héminique? Eh bien, ça va être principalement la vitamine C, la fermentation lactique et la viande, et ce qu'on appelle le facteur viande, poisson, volaille.
Donc ici, on nous dit la vitamine C et le fer héminique pris au même repas peuvent améliorer l'absorption du fer non héminique. Donc si vous avez un repas composé principalement de végétaux, si vous voulez faire en sorte d'absorber plus de fer de ces aliments, eh ben, il faut vous assurer que ces aliments soient riches en vitamine C. Donc par exemple, si c'est un repas de végétaux, vaut mieux que ce soit des végétaux crus plutôt que cuits, puisque vous aurez quasiment plus de vitamine C dans vos végétaux cuits, dans les végétaux cuits. Et si vous rajoutez de la viande, de la volaille ou du poisson dans votre plat, le fer non héminique des végétaux sera beaucoup plus biodisponible grâce au facteur viande, poisson, volaille. Et ici dans cette étude, ça nous dit si l'alimentation quotidienne contient des quantités adéquates de fer héminique et de facteurs carnés provenant de la viande qui sont de puissants promoteurs de l'absorption du fer, l'effet de l'acide ascorbique peut être mineur. Donc si vous mangez un peu de viande avec vos légumes, sachez que c'est surtout la viande qui va aider à absorber plus de fer que l'acide ascorbique, que la vitamine C. La fermentation lactique des végétaux double l'absorption du fer, ce qui s'explique par les conditions acides qui favorisent la présence de fer ferrique plus stable dans le tractus gastro-intestinal. L'absorption du fer, dans une étude, augmente de manière significative lorsque les légumes fermentés ont remplacé les légumes frais dans un repas. Près de 2 fois, l'absorption du fer est 2 fois plus importante quand on a des végétaux fermentés comparé à des végétaux frais non fermentés. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'alcool aussi stimule l'absorption du fer en inhibant l'hepsidine, et l'alcool stimule aussi la production d'acide gastrique, et donc c'est comme ça que ça va augmenter l'absorption du fer. La viande, comme je le disais tout à l'heure, le citrate, la vitamine A, les caroténoïdes, l'acide gastrique, l'anémie et l'hypoxie, comme on le disait tout à l'heure, c'est la même chose pour le fer héminique, vont augmenter l'absorption du fer. Et à savoir aussi que si vous cuisez vos légumes acides dans des poêles en fonte ou en fer non émaillé, vous absorberez du fer de vos poêles en fonte ou en fer. Et ici, donc ça nous dit, si vous avez des phytates dans un plat, dans un aliment, l'effet inhibiteur des phytates est surmonté par 30 mg d'acide ascorbique. Donc si vous avez dans un même plat des aliments riches en acide phytique, comme des oléagineux, mais que dans ce même plat, vous avez des aliments riches en vitamine C, si vous avez plus de 30 mg de vitamine C dans le même plat, vous pourrez quand même absorber le fer malgré la présence de phytates. Et en cas de tanin, d'acide tannique dans votre plat, il faut 50 mg de vitamine C dans ce même plat pour surmonter les effets inhibiteurs de l'absorption du fer de l'acide tannique. Et ici, en ce qui concerne la viande, ici on voit que l'absorption augmente de 44% et de 57% du fer non héminique quand 50 et 75 grammes de viande sont ajoutés au repas. De petites quantités de viande, donc au moins égales ou supérieures à 50 grammes, augmentent de manière significative l'absorption du fer non héminique d'un repas riche en phytates et pauvre en vitamine C. Et en ce qui concerne le lait et l'absorption du fer, on va voir dans plusieurs articles ou dans plusieurs études que le lait et les protéines de lait peuvent inhiber l'absorption du fer. Mais franchement, ça dépend des sources, ça dépend des études. Il y a des études qui disent que oui, le calcium dans le lait ou la caséine inhibe l'absorption du fer. Dans d'autres études, ça nous montre que c'est pas vraiment un souci en fait. Pourquoi les études se contredisent un peu comme ça? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des études qui vont étudier le fer sous sa forme isolée, le fer héminique isolé ou le fer non héminique isolé. Mais quand on regarde dans la réalité de la vraie vie, où le fer est dans sa matrice, c'est-à-dire dans l'aliment entier, on se rend compte sous cette forme-là que le calcium ne va pas tellement jouer sur l'absorption du fer lorsqu'il vient naturellement dans l'alimentation. Ici, dans cette étude, ça nous dit que dans les conditions réelles, l'augmentation de la quantité de produits laitiers n'a probablement aucun effet sur l'absorption du fer dans les repas contenant des quantités appréciables de produits laitiers. Et ici, c'est une autre étude qui nous dit que les produits laitiers peuvent induire une carence en fer chez les nourrissons ou chez les enfants. Pas forcément parce que les produits laitiers vont inhiber l'absorption du fer, mais surtout parce que les produits laitiers en eux-mêmes sont très pauvres en fer. Donc si les enfants vont absorber la majorité de leurs calories de lait plutôt que de viande, forcément ils vont absorber beaucoup moins de fer.
Voilà, c'est principalement par rapport à ça. Et ici, par rapport à l'augmentation du fer non héminique grâce à la fermentation lactique. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous mangez des légumes fermentés, comme voilà, du chou fermenté ou autre, vous aurez une plus grande absorption de fer que si vous les mangiez sous forme non fermentée, ou sous forme de chou frais par exemple. Et ici, je vous ai mis plusieurs extraits d'études où il parle de ça. Voilà, je ne vais pas vous le lire, mais faites pause si ça vous intéresse pour lire tout ça. Et ici encore, cette étude qui montre que la vitamine C et la viande dans un repas augmentent l'absorption du fer non héminique. Voilà, ici, l'inclusion de 200 g de poulet, 135 g de salade et 120 g d'orange dans les repas à base de riz ou de chapati ou de dal ou sag. Ça, c'est des aliments à base de céréales ou de légumineuses. Hein, c'est des aliments, enfin des plats indiens. Améliorer la bioaccessibilité du fer de 1,6 à 5 fois hein, quand on rajoute du poulet. Donc jusqu'à 5 fois plus d'absorption du fer non héminique avec le poulet. 5,2 à 28%. Alors c'est dommage parce que dans cette étude c'est pareil, ils utilisent des mesures différentes. Ici on a le nombre de fois et ensuite ça se transforme en pourcentage. Hein. Donc 5,2 à 28,9% augmenté lorsqu'on rajoute de la salade et 4,7 à 10% augmenté quand on rajoute du jus d'orange. Donc ce qui fait absorber le plus de fer non héminique, c'est la viande hein, de 1,6 jusqu'à 5 fois. Hein. Et ensuite c'est la salade et ensuite c'est le jus d'orange. Les principaux inhibiteurs sont dans cette étude les œufs et le thé. Et voilà, pour les végétariens, le mieux c'est d'augmenter la quantité de vitamine C dans leur repas. Et pour les non-végétariens, de mettre une viande avec leur repas. Voilà, c'est tout pour le fer et l'absorption de fer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que je vous propose un cours pour régénérer votre intestin, mais pas que. C'est un cours qui vous permet d'améliorer votre santé digestive de manière générale. Hein. Je vous aide si vous avez des soucis au niveau de votre estomac, de votre foie, du pancréas et de l'intestin. Donc je mettrai le lien de mon cours sur comment régénérer son intestin dans la description sous la vidéo. Je vous la mettrai aussi dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, posez-les dans les commentaires donc sous cette vidéo. Je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt, salut!